Voilà. Alors, j'enregistre cette conversation, bien sûr, pour garantir une accessibilité à des personnes qui ne seraient pas en mesure d'être là et aussi pour être témoins ensemble de ce qui se passe. Mais rassurez-vous, vos visages ne le sont pas. D'ailleurs, je vais arrêter ma propre vidéo et des deux côtés. Et donc, on va rentrer dans une heure de cours magistral sur la question de la posture qu'on a déjà un peu abordée et qu'on va approfondir en considérant de quelle façon nous sommes disposés à faire les choses dans le contexte professionnel. Voilà. Donc, je reviens sur le guide d'autodéveloppement des compétences en communication, puisque celui-ci était une approche structurée de la manière de mieux communiquer. J'ai pris l'exemple d'une personne parmi vous qui a donc réalisé le travail que je vous avais demandé, à envoyer sur euh, comme GEAIUT, afin voilà, de discerner les pôles qui concernaient la capacité à clarifier les informations que l'on reçoit et à s'assurer qu'on les a bien compris, car c'est souvent une source de malentendus. D'autre part, à avoir une écoute active, c'est-à-dire à avoir une réception des informations qui soit en mesure d'être très attentive et de confirmer à l'autre que vous comprenez bien ce que vous entendez. Les capacités d'action, hein, parce que là on avait la perception, on a l'action, l'influence, avec des éléments qu'on va revoir un peu autour de l'attitude, hein. Et c'est ainsi que cette personne à auto-évaluer, hein, à comprendre les idées et les points de vue différents des miens, 7, etc. Les différentes manières de faire et d'agir que cette personne a en communication. Donc, je repars de ça, puisque aujourd'hui, on va aborder et approfondir un peu la posture à travers ce chapitre qui nous réunit aussi et qui est déjà en ligne. Et à travers donc le PowerPoint que je vous ai préparé, que voici et que je vais mettre en plein écran tout de suite. Voilà, donc le voici. De la posture à la capacité d'argumentation. Alors c'est un peu étrange puisqu'on ne voit pas trop le lien. Déjà, qu'est-ce que la posture? On va le voir. Et puis argumenter, fournir des justifications à ce que l'on dit. On peut se dire que c'est d'un autre registre que l'attitude. Vous êtes dans une période là, dans ces 2 semaines autour de la démarche de candidature, et il y a un lien aussi avec ça, au sens où les définitions qu'on peut avoir de la posture, bah, concrètement, du point de vue physique, cela correspond à la position dans l'espace adoptée par le corps, hein. Est-ce qu'on se tient droit ou voûté? Avoir une bonne posture ou une mauvaise posture au travail, hein. Donc il y a toute une discipline d'ailleurs qui s'appelle l'ergonomie, qui s'occupe de concevoir les fauteuils et les postes de travail. Et donc il existe une science aussi qui s'appelle la posturologie, hein, de gens qui étudient la manière dont les postures d'action transforment la santé ou menacent ou sont efficaces. Donc cela rejoint dans le domaine de la communication cette affaire de dynamique corporelle avec le langage qu'on appelle non verbal. Par exemple, si vous êtes les bras croisés dans un entretien ou dans une rencontre avec un visage fermé et que vous avez le dos courbé, ou qu'au contraire, vous avez les épaules dégagées, le dos droit, une bonne verticalité, eh bien, on voit bien ce qu'est la posture du point de vue physique, très concrètement. Alors, il y a une acception du terme un peu plus large, une acception, c'est-à-dire une définition, qui concerne l'attitude. Et donc, abstraitement, hein, plutôt que concrètement, c'est une expression synonyme de situation personnelle. Alors, être en bonne posture ou en mauvaise posture sont des expressions qu'on connaît à propos des sportifs, des hommes politiques. Il est en très mauvaise posture lors des élections actuelles. Ça signifie vraiment situation particulière à ce moment-là. Mais plus généralement, l'expression est synonyme d'attitude, de disposition d'esprit, avoir une posture critique ou analytique, hein, pour ceux qui aiment comprendre les choses, avoir une posture agréable, constructive, dynamique, engagée, etc. Ce qui signifie, en l'occurrence, donner une certaine impression.
Donc, par exemple, si vous allez à un entretien de recrutement, on s'attend à ce que vous ayez une certaine attitude, plutôt agréable, sympathique, bien sûr, pas antipathique et hautaine. Et donc, c'est ce qu'on j'ai appelé par le terme de posture, hein, c'est un terme qui s'est répandu de plus en plus. On parle même de compétence posturale, c'est-à-dire de capacité à changer sa posture. Une contrariété vous arrive, une mauvaise nouvelle, eh bien, vous pouvez réagir en étant crispé ou à faire preuve de souplesse et évidemment, la contrariété, les émotions négatives vont passer et une fois celles-ci mises de côté, on pourra travailler mieux. Donc cette notion de posture, on la travaille aujourd'hui parce que elle, elle influence énormément la dynamique de l'engagement. L'engagement, c'est la capacité à faire des tâches, à être dans l'action. Hein, donc c'est non pas être engagé par une entreprise, hein, on connaît, je vais être engagé par le magasin pour l'été, c'est une expression pour dire qu'on va être employé. Mais la notion d'engagement, une personne engagée, c'est quelqu'un d'impliqué qui s'investit dans ce qu'il fait. Et l'engagement résulte de la capacité à agir avec raison en affirmant sa personnalité et son sens critique. Donc là, il y a une dimension de raisonnable. Hein, c'est pas seulement l'enthousiasme, et quand on vous dit êtes-vous motivé? Oui, bien sûr, les motivations, c'est les raisons qui vous poussent à choisir telle ou telle structure, à faire telle ou telle démarche. Et donc là, on voit de quelle façon l'engagement s'organise autour de plusieurs pôles. Ah, zut. Alors, comment ça se fait que c'est comme ça? Alors, je vous demande d'ailleurs à tous de dire un petit coucou dans le chat, si vous voulez bien dire bonjour pour vérifier que vous êtes là. Il y a 48 participants sur 120, donc c'est bien que je sache que vous soyez là. Donc, alors, s'engager, pour bien s'engager dans l'action, merci de réagir, je vois le compteur qui monte, comme dans un jeu vidéo. Donc, pour bien s'engager dans une dynamique de communication ou une activité professionnelle, il est réputé d'avoir une bonne estime de soi, d'avoir un sens des responsabilités, d'être conséquent dans ce qu'on fait, d'avoir une certaine autonomie, donc de savoir agir de manière propre, et d'avoir aussi une capacité de volonté et une curiosité. Ça, ce sont typiquement des qualités, hein, des qualités qui relèvent de la posture. Hein, être responsable, ça peut se démontrer dans la vie, parce qu'on a pris à un moment donné une responsabilité dans un projet, quand on a été chargé de s'occuper d'enfants, de personnes âgées. Donc la notion de responsabilité, elle va correspondre à un besoin dans les structures, dans les organisations, dans les entreprises ou même dans les universités, qui est que vous n'êtes pas le contraire de responsable, c'est irresponsable, vous n'êtes pas inconséquent, dans la lune, rêveur, vous êtes à ce que vous faites. La notion d'estime de soi est importante aussi en termes de posture mentale, puisque si vous n'avez pas d'estime de vous-même, vous risquez eh bien, de trop douter et de vous dévaloriser et de ne pas suffisamment bien considérer ce que vous faites. Alors, vous voyez qu'il y a des verbes hein, à côté de ces qualités, hein, l'autonomie, responsabilité, volonté, curiosité. Oser, hein, oser entreprendre, s'impliquer dans une démarche individuelle ou collective, ce qui rejoint l'autonomie, hein, puisque oser, quand on est autonome, c'est qu'on fonctionne seul, on n'a pas besoin qu'on nous demande des choses. Le contraire de l'autonomie, c'est... Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci d'inscrire votre nom dans le chat. Donc le contraire de l'autonomie, c'est être passif et réactif. Donc cette capacité d'oser, de l'audace, hein, on pourrait traduire le verbe oser par l'audace, c'est des choses qui peuvent être utiles ou au contraire gênants selon les profils de poste auxquels vous postulerez, selon qu'il y a de l'autonomie ou juste si vous êtes un exécutant réactif. Le verbe se projeter, définir des objectifs, des moyens et pour atteindre un certain but. Donc se projeter, c'est anticiper l'avenir et donc prévoir. C'est très important comme aussi compétence et posture. Il y a des gens qui sont tournés vers le passé et qui n'anticipent pas. Et donc on travaille là sur tout ce qui va être profitable
à l'engagement dans une entreprise, dans une organisation, dans une activité, dans une tâche, dans un collectif professionnel. Alors évidemment, agir, prendre des initiatives pour étayer. Alors étayer, ça signifie pardon, consolider, valider ou invalider, c'est-à-dire écarter un raisonnement. Donc agir, ça va être aussi faire preuve d'initiative pour vérifier que ce qu'on a pensé qui fonctionnerait plus ou moins correctement et ajuster au fur et à mesure ces différents résultats obtenus. Enfin, assumer, c'est-à-dire expliquer sa démarche, justifier ses propos, endosser une tâche, bref, avoir une capacité à rendre compte de ce que l'on fait. Donc on voit là un ensemble, un schéma qui représente la capacité d'engagement par rapport à une posture constructive, engagée, hein, je l'ai mis, dynamique, qui fait donc impression favorable lorsque vous êtes au travail ou que vous êtes en train d'être dans une période d'essai ou en train de commencer une activité. Alors, vous pouvez avoir aussi une posture coopérative ou compétitive. Alors ça, c'est intéressant parce que on sait qu'on est souvent stimulé dans nos sociétés individualistes par la compétition, l'esprit de compétition qui vise à gagner. Et on sait que dans des collectifs de travail, la compétition, elle peut être organisée, par exemple, entre des personnes dans un service commercial qui vont être récompensées à leurs résultats. Mais on sait aussi que dans d'autres situations, il est préférable d'être coopératif, c'est-à-dire de collaborer, de s'entraider. Et là, on voit que la posture peut être un peu individualiste et compétitive. Je veux gagner et que l'autre perde. Ou là, dans une simplification, hein, c'est pour vous donner des styles et des postures qui vont avec. Je veux que l'autre gagne, ce qui fait que je serai satisfait puisque nous faisons partie du même collectif. Alors évidemment, la posture coopérative est davantage souhaitée, bien qu'on demande souvent en même temps, et c'est un peu les deux qui sont deux formes de qualité attendues selon le contexte, ben voilà, de savoir aussi montrer sa force ou sa puissance d'action. Alors là, on distingue trois types de jeux dans les rapports humains. Alors un jeu, ça veut dire, pour prendre un exemple, typiquement, si vous savez jouer aux échecs ou aux dames, lorsque vous gagnez une position, et ben, l'autre la perd. Donc c'est un jeu qu'on dit à somme nulle, et le gagnant mange la partie du gâteau qu'il a pris sur l'adversaire, qui en aura moins. C'est-à-dire qu'il y a une somme globale de pions sur l'échiquier ou sur le damier, et plus on détruit l'autre, et plus on prend de la puissance. Donc ce que l'un gagne, l'autre le perd. Dans les jeux à somme négative, s'il est par exemple un jeu de construction à tous, où on est plusieurs joueurs et on a un but qui est de construire ensemble, par exemple une armoire Ikea, hein, pour ceux qui ont déjà fait ça, enfin une armoire quoi, tout simplement, à montable. Eh bien, si l'un des deux n'y arrive pas, eh ben, le résultat est nul pour tout le monde. Hein, on n'a pas réussi le projet, et donc la perte de l'un entraîne la perte de l'équipe. Et puis, il y a des jeux à somme positive, c'est-à-dire que plus on joue, plus on travaille ensemble et plus on construit de la valeur, qui fait que c'est pas un gâteau limité. Jeu à somme nulle, c'est les gâteaux. C'est davantage, d'accord. Eh bien, dans les jeux à somme positive, c'est une somme croissante. C'est-à-dire que le gâteau, c'est comme un arbre, vous faites pousser un jardin, typiquement. Si vous êtes jardinier avec vos camarades, eh bien, au fur et à mesure des actions que vous menez, la somme augmente, le nombre de légumes qui poussent augmente, et c'est pas un gâteau limité qu'il faut se partager, c'est une richesse qu'on cultive ensemble. Donc, ce qu'il y a à retenir, parce que ça c'est une notion importante en négociation ou dans la théorie des jeux, qui n'est pas votre spécialité, mais c'est qu'il y a des activités dans lesquelles la compétition peut être importante, parce qu'on met tout le monde en concurrence, et donc il ne peut y avoir qu'un seul gagnant, par exemple les compétitions sportives, et certaines en particulier où il y a un podium. Des situations coopératives où il est impératif que tout le monde réussisse, car si un seul est perdu ou si une seule action est un échec, tout le reste du système s'écroule. Et puis, il y a des situations encore plus favorables où là, plus on travaille ensemble de manière coopérative,
et plus la somme des choses à se partager, la richesse, augmente. Alors, à l'inverse de ces postures plutôt espérées et attendues dans le monde du travail, on peut avoir des postures problématiques. Alors là, j'ai donné un schéma qui est intéressant parce que alors on est un peu dans la psychologie, hein, même beaucoup, mais la dimension de la posture est psychologique et on va le voir de quelle façon. Donc à l'inverse des deux postures précédentes, coopératives et compétitives, qui sont souvent attendues dans le monde de l'entreprise, voilà deux domaines, enfin un domaine où c'est beaucoup moins favorable. Alors si vous êtes, vous sentez coupable tout le temps envers vous-même, et que donc vous avez un sentiment de faute, vous avez commis le péché, il est évident que vous sortez du cadre souhaité dans lequel vous avez une certaine estime de vous-même, attendue, une certaine modestie. Alors le contraire de la modestie, c'est la vanité, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui se croit supérieur, vaniteux, prétentieux. Et donc dans le monde professionnel, on évite d'avoir envers soi-même, hein, donc on est dans le rapport narcissique, hein, des gens qui sont trop « oh, qu'est-ce que je suis bon, qu'est-ce que je suis excellent », c'est magnifique. On attend une certaine modestie. Et à l'inverse, on évite d'être trop minable, loser, on pourra prendre des mots plus familiers, mais d'avoir une attitude envers soi-même négative, et notamment fondée sur la culpabilité. Donc, on attend que les personnes aient une certaine estime d'elles-mêmes, un respect d'elles-mêmes, et une tolérance avec leurs propres erreurs. Si vous avez essayé quelque chose et que vous ne supportez pas l'échec, parce que vous vous sentez trop coupable ou trop minable, eh bien, ce n'est pas possible, car vous allez arrêter votre action là où vous devriez continuer, essayer de progresser dans votre tentative, justement, de tirer la leçon de ce qui s'est passé. À l'inverse, ici, envers autrui, si on est accusateur, c'est-à-dire qu'on cherche un coupable, que l'on devient inquisiteur, c'est-à-dire qu'on cherche à, disons, extorquer des informations des autres ou à imposer une attitude de jugement, hein, l'accusation, le jugement, c'est problématique. Et de l'autre côté aussi, si on fait preuve de trop d'émotions, de trop de sentimentalité, évidemment, on vous dira que vous n'avez pas une attitude professionnelle. Donc ça, c'est intéressant parce que je parle de posture problématique, voyez-vous, et on constate bien que à l'intérieur du cadre, ça va, il y a le mieux, c'est le rond, un vert, mais quand on s'écarte, il y a même un cadre, et c'est pour ça que c'est carré, un cadre professionnel qui fait qu'on attend de vous une certaine posture qui ne soit ni accusatrice, ni vaniteuse, ni coupable et culpabilisante pour les autres, ni trop émotionnelle. Donc c'est pour ça que je parle de posture non professionnelle, hein. Il peut arriver que dans le cours d'une carrière, on se retrouve en situation difficile, où nous nous ressentons, dans une situation favorable, où nous nous ressentons puissants, au contraire affaiblis, encore qu'on devienne la bonne âme qui rend toujours service, parce qu'on a décidé d'être sympathique. Ces postures sont tout à fait humaines, hein, se sentir en puissance, en force, ou au contraire faible, on est des êtres humains, hein, sensibles, mais elles restent problématiques avec un S qu'il manque, notamment au milieu professionnel où c'est la fonction et la tâche qui priment, et non pas justement l'attitude. C'est important, c'est le but du cours, mais la plupart du temps, c'est la fonction. Est-ce que tu occupes bien ton rôle de contrôleur, ton rôle de magasinier, ton rôle de secrétaire, et la tâche, est-ce que tu rédiges bien, est-ce que tu comptes bien, est-ce que tu manipules bien les objets. Du coup, je vous montre le fameux triangle dramatique de Karpman, qui est très utile à connaître dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie privée, qui est en fait trois rôles complémentaires qui sont typiques des relations toxiques, c'est-à-dire des relations problématiques, gênantes, difficiles. Alors, on va prendre le rôle sympa, celui de sauveteur. On a tous, et j'espère, et c'est positif, envie d'aider quelqu'un qui a un souci, hein. Donc le sauveteur vole au secours d'autrui, mais le problème c'est qu'il le fait même quand autrui, donc son voisin, son collègue, n'a pas demandé d'aide. Et il le fait surtout dans un but égoïste, pour son propre bien, à lui, et parfois même au détriment de celui d'autrui. Donc c'est un sauveteur un peu narcissique, un peu égoïste, qui aide l'autre, mais il le fait pour lui-même.
Quand on endosse le rôle de sauveteur, on cherche à dominer en se rendant indispensable. Les autres sont faibles, je dois les aider. Donc là, attention, on est dans un triangle dramatique dans lequel le sauveteur va aider qui? La victime, en particulier. Quelqu'un voit une victime, donc la victime se sent impuissante et irresponsable. Espère que quelqu'un soulagera son malaise interne. Quand on endosse le rôle de victime, on cherche à dominer en apitoyant autrui. Je suis faible et on doit m'aider. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de mettre en cause les victimes. Parfois, on est victime d'une injustice, on est victime d'un oubli, on est isolé, on est négligé, on se sent malmené. Bien. Mais le rôle de victime perpétuelle, donc là, ce qu'on essaie d'éviter, c'est d'avoir une posture dans le monde professionnel qui soit une posture de victime, une posture victimaire. Hein, l'adjectif de victime, c'est victimaire, A-I-R-E, ou une posture de sauveteur en permanence, hein, une posture salvatrice hein, ou d'entraide, et aussi une posture de persécuteur, une posture persécutrice. Bon. Et pourquoi on évite ça? Parce qu'il existe ce phénomène que le psychologue Karpman a identifié, qui est une boucle. Alors vous avez beaucoup de littérature là-dessus sur Internet, c'est très documenté, parce que, par exemple, vous avez un ami qui souvent a des soucis. Bon, vous avez envie de l'aider, donc vous allez occuper un rôle un peu de sauveteur. Ça peut le dépanner et il va mieux après, et à son tour, peut-être que c'est lui qui vous sauvera lorsque vous serez en difficulté. Donc il n'y a pas de problème. Le problème existe dans ces trois postures lorsque systématiquement la personne vient aider l'autre pour en tirer un profit personnel, et donc il a besoin de chercher des victimes autour de lui pour exister. De la même manière, la victime qui s'enferme dans un rôle de victime perpétuelle, oh c'est vraiment trop injuste, ils m'ont encore oublié, etc. Eh bien, elle ne prend pas sa responsabilité dans l'action collective ou dans l'organisation, puisque là on est dans une logique professionnelle hein, dans ce cours ici, et en communication. Et donc, cette personne, tout le temps victime, va susciter deux réactions. D'un côté, des gens vont vouloir la sauver, et de l'autre, certains vont commencer à être excédés et peuvent lui faire remarquer qu'elle devient un peu trop souvent à la traîne du groupe, et très vite, face à une victime, on peut se transformer en persécuteur aussi. Alors le persécuteur, on le voit, le persécuteur fait souffrir autrui pour tenter de canaliser ses propres peurs et douleurs. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui ne va pas bien et vous-même, vous savez à quel point ça a été dur au début de votre parcours professionnel. Vous étiez un peu débutant, un peu fragile, un peu hésitant. Là, ça peut en fait vous rappeler de voir un nouveau venu, un stagiaire qui rentre un peu fragile, ça peut vous rappeler vos débuts et du coup exciter votre agressivité. Donc il y a tout un mécanisme complexe hein, là-dessus, là c'est simplifié. Et quand on endosse le rôle de persécuteur, car il s'agit d'un rôle, hein, pas d'une identité. Hein, l'identité c'est quelque chose qu'on est tout le temps, le rôle c'est quelque chose qu'on interprète. L'identité d'un comédien c'est d'être acteur, alors que s'il interprète le rôle de Don Juan ou de l'avare, c'est momentané. C'est pour les besoins de la pièce. Donc, lorsqu'on endosse le rôle de persécuteur, on tente de s'imposer ouvertement. Et je dois leur dire comment il faut être, agir, car je sais mieux que eux et j'ai raison. Donc, il y a un problème aussi de certitude et d'attitude un petit peu de posture surplombante, c'est-à-dire on prend les gens de haut. Et alors typiquement, il arrive très souvent que alors ça, je ne vais pas trop détailler, mais que par exemple, ça commence par quelqu'un qui va pas bien. Le sauveteur arrive, veut l'aider. Et puis il s'acharne à l'aider. Donc ça devient rapidement un persécuteur. Parce qu'à force de vouloir aider la victime, celui qui était le bienvenu au début, du point de vue de la victime, devient non plus son sauveteur, mais son persécuteur. Et ça arrive quand vous aidez quelqu'un trop longtemps. À un moment donné, cette personne va vous en vouloir de l'aider tout le temps. Et elle va juger que, au lieu de l'aider, vous êtes en train de la tourmenter avec vos conseils, avec votre aide, avec votre sourire, avec votre soutien permanent, avec votre amour insultant, insupportable, vous le persécutez. Du coup, le sauveteur, vous voyez, il y a hop, une substitution de place, on devient persécuteur. Du coup, la victime, elle, en transformant
le sauveteur en persécuteur devient aussi un bourreau, parce qu'elle elle a fait du mal à son sauveteur. Elle a, elle a reproché au sauveteur d'être un bourreau. Donc elle-même, elle le devient. De telle sorte que celui qui, dans ce triangle-là, était avant le bourreau, peut dire « Eh, mais là, vous êtes en train de me voler mon rôle. Donc, je suis victime. » Ou alors, je vais sauver le sauveteur injustement considéré comme un persécuteur. Et ainsi de suite. Alors, vous voyez, c'est déjà super compliqué. Je pense que les 3/4 d'entre vous ont perdu un peu le fil. Mais en gros, c'est un peu des positions tournantes. À un moment donné, la victime va devenir sadique en se rebellant contre son persécuteur, qui va dire « Ah, mais c'est pas juste parce que moi, j'essayais de la remettre dans la voie de la raison, puisque j'ai raison. » Et puis, ainsi de suite, il y a plein de mouvements comme ça. Donc, c'est très intéressant. Dans les relations familiales, conjugales, ça existe typiquement, amicales aussi, mais dans le monde professionnel, on le montre pour éviter de tomber là-dedans, justement. Alors, de la même manière, donc l'analyse transactionnelle, qui est détaillée dans le chapitre que je vous ai mis en ligne, sur lequel je reviens à travers ces schémas, distingue 3 états intérieurs, l'état parental, l'état adulte et l'état enfantin ou infantile. Donc, en soi, par moment, on se sent perdu, on se sent désorienté, on ne sait pas ce qu'on va faire plus tard, et on se met en position d'enfant. Parfois, on se sent bien dans sa peau, responsable, justement, comme dans le schéma de l'engagement. Et à d'autres moments, on se sent face aux autres, ou soi-même, face à soi-même. Hein. Donc là, on est dans un état intérieur, on se sent très, très responsable et dans une position de parentalité, comme si on avait une autorité et des responsabilités supérieures. Donc, à partir de ces 3 états intérieurs qu'on peut avoir, les uns les autres, et qui correspondent à nos stades aussi, c'est-à-dire que quand on était enfant, on était des gamins, on était perdus, on avait besoin des autres, il y a des moments où on s'amusait bien, d'autres qui étaient plus difficiles, mais on était en relation avec les parents. Et donc, on n'avait pas tellement d'adultes autour de nous, on était surtout un enfant face à d'autres figures de parentalité. Et en grandissant, donc avec le monde professionnel, on essaye d'avoir des rapports équilibrés, symétriques. Par exemple, ici, dans l'analyse de la transaction. Alors, qu'est-ce qu'une transaction? C'est une relation. Une transaction, c'est un échange. Hein, une transaction commerciale, vous savez ce que c'est. C'est quand j'achète un objet, je fais une transaction de l'argent contre un bien manufacturé. Ben, l'analyse des transactions humaines entre les personnes montre, par exemple, que parfois, on peut avoir 2 personnes qui se mettent au niveau parent tous les deux, et qui sont très sûrs d'eux, savent ce qu'ils disent et font preuve d'autorité, de jugement, de responsabilité. Et s'ils sont chacun au même niveau, ça va. Donc, on va détailler ça. On vient de voir juste avant le triangle de Karpman. J'ai préféré le présenter en premier parce que je venais justement des postures non professionnelles et de ce schéma-là, dans lequel on était au-delà de la norme. Et donc, je vais rentrer dans cette analyse transactionnelle qui est vraiment passionnante parce que beaucoup de rapports humains, même dans un groupe de copains, on a par moment une position un peu infantile, on fait le débile, on fait le mec qui comprend pas, la fille qui est un peu qui débarque, et puis brusquement, il y a un copain qui va prendre une position de parent nourricier. Alors, vous voyez, à chaque fois, il y a 2 colonnes. Il y a le parent à gauche qui est plutôt, disons, bon, qui a des avantages. On ne peut pas dire que c'est négatif parce que, par exemple, il critique, il protège, il persécute. Bon, protéger, c'est bien, persécuter, c'est pas bien, critiquer, ça dépend, ça peut être utile. Mais on distingue une figure parentale positive, nourricière, pour dire plus sympathiquement, c'est-à-dire qui prend en charge, qui aide, qui s'occupe de l'autre, voire qui surprotège, hein, mais oui, on va l'aider, etc. Donc c'est un peu, on pourrait dire une figure maternelle, maternante, si on devait la genrer, y mettre un genre homme-femme. Et donc, ce qui va avec, c'est la bienveillance, le fait d'autoriser, c'est-à-dire de donner des libertés aux autres, ou de sauver. Alors, vous allez dire, pourquoi est-ce qu'on parle parents, adultes, enfants en communication? Eh bien, parce que en fonction du contenu des phrases qu'on échange avec les autres, eh bien, on va se mettre dans une position de manière plus ou moins consciente ou inconsciente. Par exemple, je vais avoir un entretien d'embauche pour la première fois, et je fais l'enfant soumis, c'est-à-dire que j'ai une attitude craintive, je n'ose pas
m'asseoir, je regarde pas l'autre en face. Vous voyez ce qu'est un enfant qui n'est pas très à l'aise. Eh bien, on va avoir ce côté un petit peu négatif, un petit peu de du fait on ne fait pas preuve de maturité. Et très souvent, on dit à des jeunes, là, tu as fait preuve de maturité, tu te comportes comme un adulte, et d'autres fois, tu as régressé, là, tu étais complètement à côté de la plaque. Donc, j'utilise, et la psychologie de l'analyse transactionnelle utilise ces trois manières d'être, ces trois postures, hein, on est sur la posture toujours, hein, ces trois postures pour décoder, comprendre les rapports humains. Et donc, quand on est c'est différent du sauveteur bourreau persécuteur. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mes parents nourriciers, c'est un peu le sauveteur. Un peu. Mais le triangle de Kaufman, c'est un triangle dramatique. C'est-à-dire que ça se passe pas bien, c'est tendu. Là, on est dans des rapports qui peuvent exister. Par exemple, votre patron vient dans votre service et il dit, ah, c'est bien là ce que vous êtes en train de faire. Vos résultats sont bons. Je vais vous aider encore plus en vous achetant une nouvelle machine. Et puis bon, vous surmenez pas trop parce que quand même, si vous tombiez malade avec le Covid, ce serait malheureux. Donc, il vous surprotège, il va vous apporter de l'aide, il s'occupe de vous, il est bienveillant et il peut même venir à votre secours. Donc, on voit bien que le patron, typiquement, enfin les figures d'autorité, ont un rôle de ce type. Mais le patron revient 2 jours plus tard et puis il vous rappelle que bon, il y a des valeurs, il y a des normes, il y a un cadre de référence. On ne peut pas prolonger les pauses trop longtemps. On ne peut pas passer toutes les soirées ensemble entre employés parce que ça devient une famille un peu trop envahissante. Et donc, s'il critique la manière dont fonctionne le service, si même il attire des reproches sans persécuter, mais il peut aller jusqu'à persécuter, il peut être perçu par les gens comme étant dur, eh bien, il aura un rôle de parent normatif. Normatif, ça signifie qui pose un cadre, une norme pour garantir une cohérence à l'activité collective. Alors, l'adulte, évidemment, c'est ce qu'on espère être à l'issue, et même vous l'êtes déjà, dans vos études, à plusieurs moments. Et bien l'adulte, donc, c'est un équilibre entre les pulsions de l'enfant, hein, l'enfant qui est par moments est très très enthousiaste, et puis par moments va être déçu, contrarié, et puis les normes, la loi parentale, d'accord, ou la loi, si vous préférez, du parent. Alors c'est symbolique, hein, c'est les parents symboliques. Votre boss, c'est pas votre parent, mais il y a beaucoup de personnes qui développent un rapport avec leur responsable supérieur, avec leur directeur, leur président, directeur général, etc., qui sont des rapports d'enfant à parent, hein, c'est très connu. Et donc l'adulte, lui, il est équilibré, et donc il a un certain nombre de qualités, il analyse, il réfléchit, il évalue, il demande, voilà, il sait gérer les délais, il sait patienter, mais il sait aussi reprendre de l'activité. Donc finalement, le schéma que j'ai montré au début, qui est celui-ci, je le remonte pour ceux qui sont arrivés en retard, là, parce qu'on a doublé le nombre. Et merci d'inscrire votre nom dans le chat pour l'appel. Donc, on voit bien que ici, les dynamiques d'engagement, c'est-à-dire la capacité à rentrer dans l'action, à réaliser les activités, les tâches qu'on nous demande, tout en affirmant sa personnalité, mais pas en mode moi j'aime pas. Sa personnalité, c'est son caractère, ses qualités, aussi en assumant que parfois on peut avoir des défauts parce qu'on est humain, et son sens critique. Une bonne partie de la séance sera sur le sens critique, on y viendra. Bref, tous ces éléments-là tendent à montrer qu'on est adulte, n'est-ce pas? Et ça correspond d'ailleurs, voilà, quelqu'un qui est dépourvu de volonté, par exemple, n'est pas considéré comme adulte, parce que un moment vous avez envie, et puis après vous n'avez plus envie, vous arrêtez. Bon, voilà, la continuité, la persévérance, ça fait partie, ici, volonté persévérer, autonomie osée, donc de capacités adultes. Alors je reviens à mon schéma. Alors, il existe un enfant rebelle qui se révolte, dit non, hein, l'enfant qui dit non, qui prend le contre-pied, par exemple, qui est toujours dans l'opposition, ou alors un enfant soumis qui donc se dévalorise, est un peu suiviste. On a souvent des stagiaires au début qui se comportent vraiment pas vraiment, enfin c'est pas des personnes, c'est pas des adultes, ils sont là, ils osent pas poser une question, ils se sentent nuls. Bon voilà, c'est un peu des postures comme ça. Ou alors au contraire, oui mais ça on me l'a déjà dit à l'école, je sais déjà, hein, qui fait un petit peu le
le malin. Et puis, il y a l'enfant positif, hein, qui est l'enfant libre, qui exprime spontanément ses émotions et ses envies. Alors, il ne faut pas le faire n'importe comment. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut dire tout ce qui vous passe par la tête en termes d'émotions et d'envie au niveau professionnel, pas du tout. Par contre, le bon côté de ça, c'est l'enthousiasme, la créativité, la spontanéité, la franchise. Hein, on peut être franc sans être non plus violent avec autrui. Bref, des qualités qui sont intéressantes. Autrement dit, dans chaque étage, il y a des choses à prendre. Il ne faut pas juste se dire, je vais être juste un adulte bien cadré avec ma cravate et mon costume professionnel. Et non, par moment, il faut prendre une attitude parentale, dans certaines situations, même vis-à-vis de soi-même, pour se prendre en main. D'autres fois, il faut réveiller l'enfant qui va avoir des énergies, des envies, des impulsions, des idées, des visions, une capacité ludique. Moi, je suis un spécialiste du jeu, hein, j'ai écrit une thèse sur le jeu, les jeux vidéo. La question de la capacité ludique est très importante dans certaines activités professionnelles créatives. Donc, voilà, un adulte qu'on voit unifié avec un rond, un parent avec le côté normatif qui a ses avantages et ses inconvénients, le côté nourricier qui a ses avantages et ses inconvénients. Et là, j'en profite pour vous faire sortir un peu d'une vision un peu simpliste dans laquelle on est beaucoup. C'est-à-dire que souvent, on dit ça c'est bien, ça c'est mal. Non. À toute chose, à l'intérieur de toute chose, il y a du blanc et du noir. Et dans le parent normatif, il est utile pour mettre de l'ordre et imposer des règles, et il peut être exagérément contrôleur, trop pressant, et donc il y a du négatif et du positif dans chacun des deux cases. Pareil, le nourricier peut vous étouffer, c'est négatif, ou au contraire, vous confortez, vous encouragez. Et on sait qu'il y a des parents qui ont tout donné à leurs enfants. Ils ont eu par exemple, il y a plein de parents qui ont une enfance triste et difficile et pauvre. Ils donnent beaucoup de jouets et beaucoup trop tout ce que l'enfant veut, et ça devient des mauvais parents parce qu'ils ne donnent jamais de limites, et ça crée des enfants capricieux, tout puissants, qui sont incapables de se gérer. Et c'est bien connu que ce bonheur-là fait le malheur de l'avenir de l'enfant. Donc on peut faire plaisir à son enfant si un jour vous êtes parent, mais à un moment donné, si vous faites tout le temps plaisir, vous aurez un monstre. Donc ces aspects-là s'équilibrent, et ici sur l'aspect, on va dire, enfant un peu pulsionnel, la pulsion, hein, c'est moi je veux pas, non je ferai pas ça, ou alors t'as tort, ou au contraire l'enfant soumis, bon ok je vais le faire, merci, et qu'ose rien dire. Par exemple, typiquement les salariés qui n'osent jamais contredire, poser une question, dire ah oui mais ça fait déjà 3 fois qu'on me demande de faire la corvée que personne ne veut faire, etc. Bref. Et le côté plus solaire, plus lumineux de l'enfant libre, mais qui par moment va pouvoir faire des gaffes, hein, parce qu'être spontané, ça peut être le contraire de la sagesse. Donc c'est très intéressant parce que, bon désolé, c'est pas très lisible, mais vous voyez, parfois on est à l'équilibre, hein, entre parents. Ah, les jeunes aujourd'hui, ah, m'en parlez pas, hein. Ou alors, où est le dossier de Monsieur Martin, demande un tel en tant qu'adulte, et l'autre lui répond, ah, mais si vous rangiez un peu vos affaires, vous devriez le savoir. Et donc là, soudainement, à cette question, là, c'est un bon exemple, eh bien, vous posez, où est-ce qu'on en est sur le dossier Martin? Tu devrais le savoir, c'est pas toi qui t'en occupe. Ça y est, l'autre, dans sa réponse, vous a mis dans une position où vous vous sentez brusquement mis comme un enfant qui ferait une faute, et lui s'est mis en position haute par rapport à vous, en position supérieure. Donc là, hein, question, là, ça reprend. Savez-vous où se trouvent les dossiers en retard? Question d'adulte à adulte. Réponse d'enfant vers un parent. Pourquoi vous n'arrêtez pas de me poser des questions tout le temps? Il n'arrête pas de m'embêter, madame. Bon, hein, vous voyez, c'est le contraire de l'autre. Ma version, tu m'embêtes. Ou alors, savez-vous où se trouvent les dossiers en retard? Et l'autre répond, vous devriez savoir où vous rangez vos affaires. Donc c'est encore plus fort que l'autre. Hein. C'est pas toi qui t'en occupe, là, c'est voilà. Et là, il fait les gros yeux, et hop, on se sent tout bête. Et donc, il va falloir faire attention de ne pas s'enfoncer dans un rôle d'enfant, dans la posture infantile. Hein, on est toujours sur les postures aujourd'hui. Et le chapitre que vous lirez le détail, c'est important de le savoir. Enfin, un adulte qui demande vous pensez que je vais avoir mon bac, et l'autre qui répond si vous révisez, vous avez plus de chances de l'obtenir.
Non, alors pardon, c'est dans le sens. Vous pensez que je vais avoir mon bac, c'est l'enfant qui s'exprime comme si il s'adressait à son père, à sa mère, est-ce que j'ai eu des bons résultats? Et l'autre qui répond en adulte, eh ben, tout dépend de ta capacité à travailler. Donc parent-enfant, il est bien trop mauvais pour avoir son bac, vous êtes d'accord avec moi? Donc une vision de jugement, hein, souvent le jugement ça va avec. Et l'autre réponse, sa moyenne annuelle est à 11, il peut donc l'avoir. Donc, hein, alors là, il y a un commentaire, réponse insolente, réponse exaspérante. Et la question du transfert, c'est une notion importante en psychologie, qui est en gros la projection d'affection, de sentiments sur l'autre. Et bon, c'est un peu complexe, je ne vais pas trop détailler, mais en gros, il y a des émotions qui circulent entre les personnes. Et si on vous répond brusquement, comme si vous étiez qu'un gamin, eh ben, ça va vous heurter. Alors donc, la posture, dans le sens que j'emploie aujourd'hui, hein, dans le sens que j'emploie aujourd'hui, est un savoir-être. On se souvient, hein, je l'avais évoqué, la notion de savoir, c'est ce que vous apprenez, les connaissances, hein, les informations, les manuels scolaires, ce que vous disent les professeurs, ce que vous allez chercher comme information, donc c'est le savoir. Le savoir-faire, les compétences, pardon, je vais faire un petit chemin, hein, donc est-ce que vous savez calculer, parler anglais, organiser un planning, donc c'est les capacités. Et en fait, ce dont on parle aujourd'hui, c'est le savoir-être, posture et attitude, que l'on avait déjà vu avec le manuel d'auto-évaluation des compétences en communication, mais qu'on poursuit aujourd'hui avec les grilles de lecture un peu plus psychologiques, mais qui permettent vraiment de comprendre les dysfonctionnements de communication et de corriger. Alors, il faut voir que si on enlève cette brique, eh ben, ça se casse la figure, parce que les savoir-être participent de la performance par la relation, par la qualité des échanges, par les encouragements, par toute la dimension justement de manière de vivre, hein, les politesses, la convivialité, tout ça fait que si on enlève ça et qu'on a juste des connaissances et des compétences, eh bien la performance va s'écrouler parce que nous sommes des êtres qui avons aussi une dimension sensible, une dimension relationnelle importante. Et j'ai marqué à la fin une flèche pour le faire savoir, c'est qu'en communication, quand vous avez par exemple fait un projet tutoré, vous avez mis vos connaissances à l'œuvre grâce à des compétences, vous avez mis vos savoir-être aussi en action, en étant capable d'animer des réunions, de vous présenter à des gens en public, de parler, etc. Et donc, lorsque vous avez réussi une action, eh ben, vous le faites savoir. Et donc, on dit souvent, le savoir-faire, c'est bien, les compétences, par exemple un très bon illustrateur, mais si vous ne le faites pas savoir, eh bien, vous resterez à dessiner dans votre coin toute votre vie. Alors, si vous êtes un bon illustrateur ou un bon écrivain, un bon rédacteur, eh ben, il faut faire savoir aux gens quelles sont vos compétences. Et ça, c'est important parce que dans vos CV et vos lettres de motivation, il y a un enjeu sur faire savoir ce que vous savez réaliser, vos capacités. Et aussi faire savoir vos savoir-être, hein, vos postures, vos attitudes, votre caractère. C'est pas seulement est-ce que vous êtes susceptible ou jaloux, mais c'est comment vous vous comportez dans la grille de lecture adulte que nous sommes en train d'examiner aujourd'hui. Voilà. Donc, alors, on demande aussi beaucoup aux personnes d'avoir un esprit critique. Alors, je vais faire des zooms là-dessus, ne vous inquiétez pas. Je définis juste l'esprit critique, hein. C'est à la fois un état d'esprit, hein, quand je vous parlais de disposition d'esprit, que la posture était une disposition d'esprit, c'est pour ça que j'aborde l'esprit critique. Et c'est un ensemble de pratiques, c'est-à-dire d'activités qui se nourrissent mutuellement. En effet, l'esprit critique n'est jamais acquis, il est une exigence toujours à actualiser. C'est-à-dire, c'est pas juste oui, oui, moi je suis quelqu'un de très réfléchi je prends du temps et je prends du recul et j'analyse. C'est quelque chose que l'on doit entretenir. L'esprit critique naît et se renforce avec des pratiques dans un progrès continuel. Par exemple, quand vous écrivez, vous vous relisez, dans 2 ans, votre lettre de motivation ou votre devoir vous paraîtra peut-être insuffisant sur le plan du vocabulaire ou sur le plan de l'organisation des idées, ce qu'on verra la prochaine fois. Et donc, si vous perdez votre exigence, il y a des gens qui à un moment donné, renoncent hein, à faire attention. Hein. Eh bien, ils vont perdre progressivement leur capacité d'analyse et leur esprit critique. On ne peut jamais prétendre posséder l'esprit critique,
parfaitement en tout domaine, mais on doit toujours chercher à l'accroître. Donc ça, c'est vraiment un peu quelque chose d'abstrait pour vous, souvent. Je pense que certains d'entre vous voient ce que c'est. Je vais vous donner des éléments pour développer votre esprit critique, parce que euh, euh, souvent le contraire de l'esprit critique, alors pour définir les choses, on les définit comme là, mais on dit aussi le contraire. Qu'est-ce que ce serait le contraire de l'esprit critique? Par exemple, si quelqu'un a une idée, je vais allumer le chat sur l'autre côté. Alors, quelqu'un qui n'a pas d'esprit critique, comment on le qualifiera? Alors d'ailleurs, dans les 3 positions précédentes, enfant, parent, le parent a peut-être une attitude trop critique, mais du coup, comme il tombe dans le jugement, ce n'est plus de l'esprit critique. Et puis l'enfant qui manque d'esprit critique, qu'est-ce qu'on lui dit? On peut dire que l'enfant est crédule, absolument. Merci Christopher. On peut dire, alors la crédulité, un synonyme de crédule, quelqu'un va le trouver certainement, en 4 lettres, hein, je ne fais pas les mots croisés. Donc crédule, c'est voilà, naïf, tout à fait. La naïveté, la crédulité. Donc, alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler du complotisme, on entend beaucoup parler de fake news, de communautarisme, avec la bulle de filtrage Internet. Et donc, alors l'enfant peut toujours critiquer quelque chose à son niveau, mais critiquer est souvent considéré comme une remarque négative, alors que la notion d'esprit critique, c'est plutôt synonyme, non pas de dire c'est pas bien, mais de analyse. On dit avoir l'esprit critique, c'est l'esprit qui est capable de rentrer, par exemple, un critique de cinéma, un critique de théâtre, un critique d'œuvre d'art, pour le métier de critique, hein. C'est un métier dans lequel, par moment, le critique va dire « c'est formidable, voici une œuvre très réussie », par rapport à des critères, hein, critères, par rapport à des éléments précis, il va pouvoir juger et apprécier, évaluer très positivement l'œuvre qu'il doit examiner. Donc, un critique peut être élogieux, peut être laudatif. Laudatif, c'est quelqu'un qui fait des compliments et qui... alors, je vous donne plein de vocabulaire tout le temps, hein, parce que vous picorez comme des abeilles, si vous le souhaitez, dans les fleurs que je vous tends, faire des bouquets, donc élogieux. Donc, l'esprit critique ne veut pas dire de critiquer négativement tout au sens de se plaindre, de regimber, de toujours dévaloriser. C'est pas ça, l'esprit critique, hein. D'accord. Donc le contraire de l'esprit critique, c'est la naïveté, c'est une faiblesse d'esprit, voire une certaine incapacité intellectuelle, hein, c'est-à-dire quelqu'un qu'on appelait autrefois de retardé ou un peu débile, un peu, disons, avec des difficultés, aujourd'hui on dirait de déficient mental, hein, au sens de déficience intellectuelle. Il a le droit d'exister et aucune critique contre lui, mais cette personne aura un défaut d'esprit critique parce qu'elle confondra des choses, elle n'aura pas de logique et elle n'aura pas de capacité d'analyse. Bon, bref. Alors là-dessus, voici les qualités. Donc on est sur les qualités, un peu à la manière de l'esprit d'engagement tout à l'heure, de l'engagement qui permettent de développer cet esprit critique. Donc premièrement, s'informer. Alors ça c'est très important pour vous parce que tout au long de vos études, vous avez une source d'information qui est celle de l'université, bien sûr. Mais si vous vous contentez de vos cours, malgré l'excellence de vos professeurs et des contenus d'enseignement, vous ne pourrez pas progresser parce qu'on attend dans les savoir-être une curiosité, justement, hein. Donc la curiosité ici que je souligne, c'est bien une attitude, hein, c'est bien une posture, c'est une qualité, hein. Et la curiosité, c'est donc une envie de connaître, une ouverture d'esprit, une curiosité qui s'alimente à plusieurs médias. Fondamentalement, je vous recommande tous d'écouter France Culture. Alors France Culture, vous allez me dire, oh là là, mon Dieu, c'est déjà un peu fatigant rien d'entendre le nom. Je vous assure que les émissions d'économie, Entendez-vous l'écho, La Grande Table, les émissions d'analyse scientifique, des émissions de culture, vous écoutez France Culture, vous aurez un vocabulaire qui va augmenter largement, très vite,
Et l'accent, souvent vous êtes tous affligés d'accents extrêmement marqués. Moi-même, j'en avais un, je suis normand, et le petit gars, comment il va ah bah ouais, ramenez Zazie la Meule. Bon, je peux vous le faire, l'accent normand. J'exagère un peu, mais quand j'étais jeune, et adolescent en particulier, j'avais évidemment la voix qui traînait, etc. Et quand, comme beaucoup de personnes dans le monde professionnel, j'ai corrigé pour avoir une élocution parfaitement nette. Et donc, vous informer avec un média audio comme la radio, ça vous apprend réellement à développer des éléments de savoir-être, comme la tonalité, l'accent, qui sont pas des éléments de compétence, parce que la compétence, vous parlez à l'oral, vous l'avez, et vous vous faites comprendre. Mais par contre, l'accent, c'est une manière, c'est une façon, c'est une attitude. Alors donc, s'informer, prendre le temps de s'informer, comprendre avant de juger. Donc, comprendre avant de juger, c'est le plus difficile. Souvent, on a l'information, on juge, ah, il a été accusé de ça, ou je sais pas, l'entreprise a perdu de l'argent, ah, ils se sont mal gérés. Bon, qu'est-ce qu'on en sait? Et puis l'écoute, on l'a déjà vu, s'intéresser à ce que pensent et savent les autres, accepter le débat, c'est l'écoute active. Évaluer les interprétations, c'est-à-dire que quand vous avez une information ici qui arrive, vous cherchez la source. Excusez-moi. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous avez fait l'appel? Alors, je fais l'appel en demandant aux personnes de s'énoncer dans le chat, en saluant les autres, en disant bonjour, je suis arrivé, présent, présente, selon la manière qu'on voudrait, parce que je vais sauvegarder les chats, et donc je saurai qui est là. Et quand vous partez, j'ai une alerte, donc bon, puis bah, j'espère être intéressant. De toute façon, ça, c'est des outils pour vous développer. Hein. Donc, vous êtes invité. Parce que je viens d'arriver, en fait, j'étais en retard, du coup, je ne voudrais pas être notée absente. Ben, écoutez, moi j'ai le chat, donc j'ai l'horaire d'arrivée des personnes. Je mentionnerai votre retard, puisque là, pour le coup, vous étiez en présentiel à distance, enfin, vous étiez en direct à distance, mais bon. Vous rattraperez le début parce que j'enregistre. Hein, pour tous ceux qui arrivent en retard. Ah, vous ne pouvez pas faire un récapitulatif du début du cours? Bah, tout est enregistré, donc le cours sera en vidéo, en ligne, par la suite. Je le mets je le mets sur le lien YouTube que j'ai créé là, et donc vous l'aurez en ligne. Bon bref, je ne m'interromps pas trop pour vous. Excusez-moi. Donc autonomie. Donc vérifier l'information d'où elle vient, comprendre ce qu'elle signifie, comment elle est construite et comment elle est produite. Qui, est-ce que c'est journalistique, est-ce que c'est votre voisin, etc. Autonomie, chercher à penser par soi-même. C'est-à-dire, les autres y pensent, mais c'est très dur de penser par soi-même. Ça fait partie des choses les plus difficiles. Parce que finalement, on pense à travers ce qu'on nous a dit, à travers notre culture. Je vous montrerai tout à l'heure comment. Se méfier des préjugés. Hein. Ah oui, c'est quelqu'un, c'est un riche, donc il est comme ça, c'est un pauvre, il est comme ça. Enfin, vous connaissez la notion. Faire preuve de modestie. Hein. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, disait Socrate. Avoir conscience de la complexité du réel. La réalité est très très compliquée, elle est riche, complexité, c'est pas seulement, c'est qu'il y a plein de niveaux en même temps, accepter de se tromper, et puis évaluer les interprétations, donc c'est avoir une démarche presque scientifique, interpréter selon que l'expérience valide ou non les choses, faire des hypothèses, l'approche hypothético-déductive. On pourrait penser que c'est une personne fortement compétente vu ce qu'elle dit, mais on va attendre de vérifier sur le terrain et distinguer les opinions des faits, puisque c'est ce qu'on va voir. On a plein d'opinions selon vos croyances. Vous pensez que la réussite individuelle paye toujours, vous pensez qu'il y a une justice dans le monde, vous pensez qu'au contraire, tout est absurde. Voilà, selon vos croyances, et vos opinions sont liées. Et enfin, l'esprit critique, c'est confronter les interprétations avec les autres, c'est-à-dire être capable de débattre, de voir ce que d'autres visions des choses montrent, ce qu'on appelle le pluralisme, c'est-à-dire il y a plusieurs visions, ça ne veut pas dire qu'il y a un qui a raison, tout le monde a tort, ça veut dire aussi qu'il y a des points de vue, et ne pas s'arrêter à la première explication arrivée. Distinguer les faits et les interprétations, ça c'est très important. Souvent, un chiffre ne veut rien dire, ça dépend quel sens on lui donne. Donc ça, c'est une confusion habituelle des gens qui manquent. Enfin, si vous voulez savoir ce qu'est la naïveté, la crédulité, l'immaturité intellectuelle, il suffit de faire l'inverse. C'est-à-dire de confondre les faits et les interprétations, d'être incapable de faire face à une opinion ou une vision ou un raisonnement qui est différent du sien. Vous voyez, hein, c'est comme ça qu'on peut comprendre les choses. Hein. On les inverse et on comprend encore mieux. Donc, faire preuve d'esprit critique, différencier les faits de l'interprétation qui les relie
et les explique. Par exemple, si je vois que la température chute chez moi, est-ce que c'est parce que le chauffage est en panne? Est-ce que c'est parce que quelqu'un a laissé la fenêtre ouverte? Est-ce que c'est parce que j'ai pas mangé et que j'ai une sensation de froid importante, hein? Il faut distinguer le fait, l'information perçue froid avec les différentes les explications possibles. Et donc, pour finir, là, lucidité, savoir ce que l'on sait avec certitude. Il y a des choses, hein, la gravité existe, la Terre est ronde, hein, ça, il n'y a pas de faux. C'est évident que ça a été démontré, et on peut refaire l'expérience, savoir ce que l'on suppose, savoir ce que l'on ignore. Donc, avec tout ça, mes chers amis, vous avez de quoi construire votre esprit critique. D'accord? Et donc, ça veut dire dépasser la superficie, la surface. Souvent, on dit, oui, votre copie est commentaire superficiel, analyse de surface. C'est-à-dire que vous n'avez pas approfondi. Et on vous dit, approfondissez, développez. Alors, pour ça, il est extrêmement utile, ce tableau, de distinguer 4 niveaux. Le niveau des faits concrets, de la réalité, si vous préférez, avec des actions concrètes, des choses mesurables, indiscutables, des aspects prévisibles, par exemple la météo est prévisible dans une certaine mesure, des constats, des cas particuliers ou des généralités, des événements, des situations, de l'espace, du temps, la matière, bref, tout ce qui est vraiment tangible, vérifiable, et c'est placé à l'extérieur de nous. D'accord? Ça, c'est dans le monde. Ça, c'est les faits. Et souvent, dans vos copies, on demande en économie de mettre des chiffres, de mettre des choses précises. Après, il faut distinguer la pensée, c'est-à-dire la réflexion, le jugement, le raisonnement, les choses discutables, mais aussi l'imagination, parce que l'imagination, c'est une forme de pensée. Bon, la performativité, c'est le fait de faire d'autoréaliser les choses, c'est faire une performance mentale, si vous préférez pour l'instant, vos présupposés, vos représentations. Par exemple, pour certaines personnes, la mort, c'est mal, pour d'autres, c'est nécessaire parce que on ne pourrait pas être éternel. Donc, ce sont des visions du monde, des généralisations, des arguments, des projections, des analyses. Donc, tout ça, c'est le niveau intellectuel. Pourquoi je le positionne là? En premier lieu, parce que c'est souvent ce qu'on vous demande, vous, dans les études. Hein, il y a des faits et puis on réfléchit. Voilà. Mais nous, avec la posture, hein, respecter une dimension affective, les émotions. Hein, donc, justement, avec la dimension, le parent qui juge le haut et qui pense qu'il a la loi, bah, c'est une dimension affective. Donc, les émotions, les ressentis, les vécus, notre vie intérieure, notre sensibilité, nos humeurs, nos intuitions, désirs, passions et nos expériences au sens du vécu, hein, accumulées, ça forme la dimension de la vie intérieure, affective, émotionnelle, sentimentale, enfin non pas sentimentale amoureux, mais des sentiments. D'accord? Et enfin, il y a un 4e niveau que certaines sciences comme la sociologie étudient, ou la psychanalyse aussi, les mythes. Hein, chaque civilisation a des mythes qui expliquent le monde, les arts, la culture, qu'est-ce que le pouvoir. Dans certains pays, le pouvoir, c'est donner tout ce qu'on a. Dans nos pays, le pouvoir, c'est accumuler. Le sens, les valeurs, des choix arbitraires, c'est-à-dire on a décidé que par convention, ceci égale cela. Des intuitions collectives. Bref, tout un système de valeurs. Par exemple, dans les mondes communistes que vous avez tous un peu étudiés, il y avait une valeur qui était non pas la réussite individuelle, mais celle du groupe. Il y avait une mythologie de la révolution rouge qui avait renversé le patronat et les capitalistes. Il y avait des archétypes du bon ouvrier qui faisait plus que son quota de travail. Il y avait une dimension universelle qui devait faire que le marxisme allait triompher à terme sur la planète, etc. D'accord? Donc, c'est marqué intériorité parce que en fait, on l'a en nous, mais c'est aussi à l'extérieur parce que c'est dans la culture. Donc, c'est là où il y a une boucle entre les deux. Mais quand vous abordez un sujet, il est essentiel que vous distinguiez les faits concrets, les raisonnements qui sont dessus. Ça, c'est ce qu'on vous demande. Mais pour vous-même, pour votre posture, pour contrôler votre posture et prendre du recul, il faut que vous compreniez ce que ça vous fait. Là où ça vous fait peur, où ça vous plaît, où vous en avez une tendance, une expérience précise.
une émotion, etc. Et il faut le rattacher, selon votre culture, et on en a tous plusieurs des cultures, il faut le rattacher à une vision du monde, à une idéologie ou à une religion, oui aussi, parce que la religion continue à influencer les sociétés, donc à toute cette dimension culturelle qui est collective et individuelle. Donc on l'a en nous parce qu'elle est à l'extérieur. Tous les films que vous avez vus, tout ce qu'on vous a dit qui était bien, qui était mal, etc. Donc les valeurs, le bien, le mal, hein. C'est pas des affects. Donc ce tableau-là, quand je l'ai découvert, je l'ai trouvé vraiment formidable parce que il permet vraiment de piloter sa vie de façon très intelligente. Alors, bon, pour finir, je vois que l'heure arrive déjà. On distinguera les faits et les opinions, hein, avis personnel de quelqu'un, alors qu'un fait ne peut pas être, il est véridique, là où une opinion peut finalement être approximative. Voilà, si quelqu'un dit oui, les étudiants manifestent utilement et puis ils veulent pas étudier, bon, voilà, c'est une opinion. Alors que si on dit il y a eu 200 000 étudiants dans la rue, à cause de quoi ils disent que c'est pour les hausses de frais, pour lutter contre la hausse des frais de scolarité, c'est un fait. Voilà, c'est leur revendication. Après, il y a peut-être d'autres motifs que ça, mais c'est un fait. Distinguer l'objectivité et la subjectivité, et ça, c'est une posture aussi. Qu'est-ce qui est de moi? Donc, moi à la première personne, et ça nous amène à la prochaine fois sur, je vais terminer là, sur tout ce qui concerne l'expression personnelle, la recherche des idées, et on aura donc un cours sur les logiques argumentatives, comment j'argumente ma pensée. Et ça, c'est pour ça que la posture qu'on attend de vous, c'est une posture d'esprit critique qui permet de préparer l'argumentation, c'est-à-dire un raisonnement basé sur des faits et sur des logiques cohérentes, démontrables. Et voilà pourquoi le titre de ce cours magistral était de la posture à l'argumentation. Bien, donc merci de finir, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, par noter votre nom dans le chat de présence. Je vais enregistrer donc cette vidéo que je termine maintenant. Excusez-moi, monsieur, j'ai juste une question. Oui. Bonjour, je m'appelle Lou du groupe D et je voulais savoir, les CM du coup se font tout le temps en visio? Alors, je vais m'y efforcer. C'est mon but parce que je pense que c'est plus dynamique et plus fort pour vous. Mais ceci dit, je dépose quand même l'enregistrement de cette visio pour qui aurait eu une difficulté. D'accord, très bien. Merci. Voilà. Et je rajouterai à cette visio ce support de cours. Et donc, pour finir, vraiment, vous avez eu une explication sur des slides qui sont évidemment un complément, mais la base de ce cours aujourd'hui, c'était le chapitre 2 sur les relations interpersonnelles, avec des aspects que je n'ai pas traités là, que vous découvrirez, comme l'énéagramme, qui est une approche des personnalités en 9 catégories, et la PNL, que je n'ai pas encore traité, qui était à suivre. Mais donc, vous avez des compléments dans le chapitre, et le but, c'est de renforcer vos savoir-être dans la relation et la communication. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, et je pense fort à vous en sachant que vous avez vos professeurs, comme je l'ai précisé l'autre fois, qui sont les professeurs qui vous accompagnent sur le chemin de la réussite avec le programme qu'on a défini ensemble avec eux. Et moi, je vous apporte des briques supplémentaires pour stimuler votre curiosité et vous donner un peu des repères, des cartes mentales améliorées dont vous avez besoin en termes de connaissances. Voilà, bonne journée à tous et à toutes. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Voilà. Et écoutez Monsieur, France j'ai une Culture. question. Si quelqu'un écoute France Culture, qui me dise quelle émission il a écouté, ça m'intéresse. Oui, il y avait une question, je vous écoute. Bonjour, c'est Carla Rapassoli du groupe C'. Est-ce Bonjour. que la prochaine fois, vous pourriez envoyer un mail minimum à nos délégués pour qu'on sache qu'il y ait quelque chose, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas? Pour qu'on sache qu'il y a quelque chose. Alors, d'accord, mais alors, je voulais vous prévenir. La dernière fois, c'était déjà en présentiel, hein, on est d'accord? Oui, mais comme tout change d'une semaine à l'autre, on est un peu C'est ça. perdu dans tous les cours. D'accord. En fait, aussi, ce qui se passe, c'est que on va donc dans notre module sur la plateforme e-learning, on a beaucoup de... En fait, si on marque communication, on a énormément de modules. Donc, il